À quel moment ai-je surpris quelqu'un en train de parler de moi dans une langue qu'il ne pensait pas que je comprenais? Eh bien, tout a commencé le jour où j'ai rencontré Ariana. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est si je parlais italien. En voulant impressionner, j'ai répondu que oui, en italien, mais sans doute à cause du stress, j'ai complètement bafouillé. J'ai cru que c'était fichu, jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. Heureusement, me suis-je dit, parce que je ne voulais plus jamais fréquenter une italienne après mon ex qui passait son temps à écouter en douce toutes les discussions familiales pour ensuite tout ressortir au mauvais moment. J'ai esquissé un sourire. Heureusement que je ne parle pas italien. Ai-je glissé pour détourner habilement la conversation? Ce soir-là, j'étais déjà bien trop accro pour avouer que j'étais bilingue, alors j'ai préféré garder ça pour plus tard. Mais forcément, le secret n'a pas tenu longtemps, surtout après mon premier dîner de famille. Sa mère m'a dévisagé de la tête aux pieds avant de lâcher en italien « Alors c'est lui? Il a au moins un vrai travail ?» Et son père de répondre « Marketing? Même mon neveu de 16 ans pourrait faire ça. » Ariana leur a murmuré quelques mots. Ils ont tous pouffé et elle s'est tournée vers moi, toute sourire. Ils disent qu'ils sont ravis de te rencontrer, en me serrant la main. Le tout accompagné d'un sourire glacial de ses parents. Pendant 2 ans, ils ne m'ont pas épargné. À chaque occasion, ils commentaient en italien ce que je faisais, se moquaient de mes loisirs. Un adulte qui regarde encore des films de super-héros, de mon avenir avec leur fille, tu gâches vraiment ta vie avec ce garçon, ou même de mon éducation. Ses parents étaient trop des clowns de cirque ou quoi? À chaque fois, Ariana intervenait, chuchotait un mot ou deux. Parfois, elle étouffait un fou rire ou prenait un air résigné. Mais le pire, c'était les comparaisons. Tu te rappelles quand Marco, son ex, amenait de grands crus? La famille de Marco avait une maison en Toscane. Au moins, Marco, il savait se laisser pousser la barbe. Après chaque pic, Ariana leur disait quelque chose discrètement et il me lançait un regard plein de pitié. J'avais déjà du mal à garder la face, et tout a basculé quand Ariana est tombée sur mon vieux cahier d'italien en fouillant pour retrouver son passeport. Je l'avais complètement oublié, mais il regorgeait de notes prouvant que j'avais appris la langue. « C'est quoi ça ?» m'a-t-elle lancé, le visage fermé, comme si elle redoutait que j'ai tout compris depuis le début. Sans réfléchir, j'ai répondu « C'est à mon frère Jax. Il adorait la culture italienne avant de mourir. » Elle a baissé les yeux, hésitant à relever ce mensonge trop évident. « Mais Jack est mort à 6 ans, a-t-elle murmuré. J'ai figé, comprenant qu'elle avait compris. Jack était en avance pour son âge, ai-je tenté, mais elle s'est contentée de me serrer dans ses bras avant de s'éloigner. J'ai levé les yeux au ciel en remerciant intérieurement mon petit frère, persuadé qu'on avait échappé au pire. Mais c'était loin d'être fini. Ariana s'est mise à me tester en douce. Elle mettait de la musique italienne en cuisine pour guetter ma réaction, me parlait de films italiens. Tu connais Cinema Paradiso? En scrutant mes moindres mimiques, me demandait de prononcer les plats au restaurant, cherchant à déceler si mes hésitations étaient sincères. Rien n'y faisait, l'idée que je puisse comprendre la vérité la rendait folle. Elle redoublait d'efforts pour me piéger. Elle a remarqué que le clavier de mon téléphone était en italien. Il était comme ça quand je l'ai acheté. Je n'ai jamais changé, ai-je assuré. Mais elle a vu que j'avais regardé Le Parrain avec les sous-titres italiens. C'était juste pour l'ambiance, pour faire comme dans le générique, ai-je plaisanté. Elle a fouillé mon Spotify. Aucune chanson italienne, mais l'algorithme me proposait des playlists italiennes. Il sait que j'adore les restos de pâtes, ai-je rétorqué. Mais elle n'a même pas souri. Les tests se sont faits de plus en plus subtils. Elle glissait des mots italiens dans des phrases en anglais. Observant ma réaction, elle a trouvé un reçu d'une librairie italienne. Ils vendent du café aussi, j'ai rencontré un client là-bas, ai-je répondu. Sur mes vieux cahiers, elle a trouvé des conjugaisons italiennes dans les marges, alors que mes relevés universitaires indiquaient que j'avais pris espagnol. Mon binôme était italien, il gribouillait pendant qu'on bossait, ai-je menti sans vergogne. Puis, le coup de grâce, l'autocomplétion de mon ordinateur. Dès qu'elle tapait « comme », l'ordi suggérait « stai ». J'ai pris un air vraiment surpris. C'est peut-être la fois où tu as utilisé mon ordi pour les mails de tes parents? Elle savait que ce n'était pas vrai, mais elle ne pouvait pas le prouver. Mon historique YouTube avait des trous, mais je l'effaçais régulièrement de toute façon. L'enquête a atteint son apogée lors de notre voyage pour rencontrer mes parents la première fois. Sur la route, elle m'a lancé un dernier test. « Si tu comprenais l'italien, tu me le dirais ?»« Bien sûr », ai-je répondu. À notre arrivée, ma mère nous a accueillis à bras ouverts. Tout se passait à merveille jusqu'au dessert, quand Ariana a glissé qu'elle aimerait que je comprenne mieux sa famille. Et là, ma mère, tout sourire. « Mais il devrait, voyons. Il a passé tous ses étés chez sa grand-mère. » Mon père a tout de suite enchaîné, affolé. En Angleterre, à Londres, avec ses cousins anglais. Ma mère s'est figée, la cuillère en suspens au-dessus du tiramisu. Évidemment, en Angleterre. Ariana a blêmi. Elle nous a regardés tour à tour, essayant de démêler le vrai du faux. Personne n'a plus rien dit, mais le trajet du retour s'est fait dans un silence de plomb. Ariana fixait la vitre, sans doute en train de repasser dans sa tête 2 ans de dîner de famille, où chaque remarque, chaque éclat de rire à mes dépens, chaque mot chuchoté prenait soudain un tout autre sens. Elle savait que je savais que sa famille m'avait pris pour leur tête de turc, et que, quelque part, elle avait joué le jeu. Et elle savait aussi que toute notre histoire reposait sur un gigantesque mensonge. Cette nuit-là, on a dormi chacun de notre côté. Au matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, une tasse de café à la main. « Dobbiamo parlar. Il faut qu'on parle. »
Ce qu'elle m'a dit ce jour-là a tout bouleversé. Elle a posé sa tasse sur le plan de travail dans un petit bruit sec qui a résonné dans la pièce silencieuse. Ses mains tremblaient, juste assez pour faire onduler le café contre la porcelaine. « Tu parles italien ?» a-t-elle demandé d'une voix calme, tandis que tout le reste en elle semblait sur le point de s'effondrer. Sa question est restée en suspens entre nous, une éternité en quelques secondes. Dans ses yeux, je lisais qu'elle connaissait déjà la réponse, qu'elle avait compris chez mes parents, quand ma mère avait failli me trahir. Mais elle voulait m'entendre l'admettre, entendre enfin la vérité après 2 ans de mensonges. J'ai inspiré profondément, sentant l'air descendre jusqu'à mes orteils. « Oui », ai-je murmuré, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Je parle couramment depuis que je suis enfant. L'admettre m'a procuré un étrange soulagement, un peu comme lorsqu'on retire une écharde enracinée depuis trop longtemps. Ça fait mal, mais on se sent enfin libre. Son visage n'a presque pas bougé, si ce n'est une crispation de la mâchoire. Elle a hoché la tête, lentement, prenant le temps d'intégrer ce que je venais d'avouer, même si au fond, elle le savait déjà. Dans son regard, on lisait tout à la fois, la blessure, la colère, et cette sorte de deuil d'une complicité qu'elle croyait acquise. Elle a entrouvert la bouche, s'est ravisée, puis a finalement laissé filer « Je suis enceinte ». Les mots lui ont échappé d'une traite, comme si elle craignait de ne plus oser les dire l'instant d'après. La cuisine est devenue d'un coup minuscule, oppressante de silence. Mon esprit peinait à faire la part des choses. D'un côté, elle était au courant de mon mensonge. De l'autre, nous allions avoir un enfant. Aucun de nous n'a bougé. Le temps s'est suspendu. Quelques secondes à peine. Mais j'aurais juré qu'il s'agissait de minutes entières. La cafetière a signalé que le café était prêt, mais personne n'a eu le courage de se lever. Nous sommes restés là, plantés à notre petite table, écrasés par le poids de ce qui venait de s'abattre sur nous. Les mensonges, la grossesse, la confiance brisée. Tout cela s'installait entre nous, formant un mur qu'il nous faudrait apprendre à franchir ou à faire tomber. Elle s'est frottée le visage des 2 mains, et c'est là que j'ai remarqué son vernis écaillé. Jamais elle n'aurait laissé passer ça avant. « Il nous faut du temps pour réfléchir », a-t-elle soufflé en gardant les mains devant son visage. J'ai acquiescé, même si elle ne pouvait pas me voir. Tu as raison. Le reste de la matinée s'est déroulé dans une sorte de ballet maladroit, où chacun évitait l'autre, comme si le moindre contact risquait de nous briser. Elle est partie se doucher, j'ai rangé la cuisine, lavé sa tasse de café 3 fois pour m'occuper les mains, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Le soir, on s'est retrouvés à nouveau dans la cuisine, faute de savoir où aller d'autre. J'ai fini par lui raconter toutes ces fois où ses parents m'avaient insulté devant elle et où elle avait transformé leurs mots en compliments. Ta mère m'a traité de bon à rien au moins 50 fois, ai-je dit en guettant la moindre réaction sur son visage. Ton père affirmait que je ne valais rien, que tu perdais ton temps avec moi. Ses yeux se sont arrondis, vraiment surpris, comme si elle n'avait jamais mesuré ce que ces mensonges dissimulés avaient représenté pour moi. J'ignorais, enfin, je savais ce qu'il disait, mais je pensais que tant que tu ne comprenais pas, ça te protégerait. Une logique qui, sur le moment, m'aurait presque fait rire, mais il n'y avait rien d'amusant. Elle a baissé les yeux vers ses mains croisées. Parfois, je riais avec eux, a-t-elle fini par avouer dans un souffle. C'était plus simple que de me battre sans arrêt. Ce sont mes parents, tu sais. Je voulais tellement qu'ils t'acceptent, mais ils ne t'ont jamais laissé ta chance. Alors j'ai suivi le mouvement. Sa franchise me faisait mal, mais j'étais soulagé qu'elle mette enfin des mots sur tout ça. On est resté silencieux un long moment, puis on s'est dit qu'il nous faudrait 2 semaines pour réfléchir à la suite. Pour nous et pour le bébé, a-t-elle précisé, comme si j'avais pu oublier l'un ou l'autre. Aucun de nous ne savait si on arriverait à réparer ce qui avait été brisé, mais il fallait au moins essayer, maintenant qu'un enfant allait arriver. Ce soir-là, on a suivi la routine sans réfléchir, comme 2 automates. Brossage de dents, lavage de visage, côte à côte devant le lavabo, mais séparés par un monde entier. Elle a filé dans la chambre, j'ai pris le canapé, le cuir froid me glaçait à travers le t-shirt. Je l'entendais bouger, sans doute incapable de dormir elle non plus. L'appartement était à la fois trop silencieux et trop bruyant, chaque son amplifié dans la nuit. 2 ans à faire semblant de ne pas comprendre l'italien, pendant que ses parents me critiquaient sans gêne devant moi. Il fallait s'accrocher pour tenir un mensonge pareil, et je me demandais ce qui lui avait fait croire qu'il valait mieux s'enfoncer là-dedans plutôt que d'avouer tout de suite. Le lendemain matin, je me suis levé avant elle et, en fouillant dans le tiroir du bureau, je suis tombé sur un carnet. J'ai commencé à lister toutes les fois où j'avais caché à Ariana que je comprenais l'italien. Le jour où elle m'avait demandé de commander au restaurant et où j'avais préféré désigner le plat du doigt. La fois où sa mère m'avait traité d'idiot devant moi et où j'avais souri en hochant la tête. Ou encore ce dîner où son père lui avait dit que je n'étais pas à la hauteur et où j'avais fait semblant d'être absorbé par mon téléphone. À chaque souvenir, je noircissais le carnet, chaque secret me paraissant plus absurde que le précédent. Au bout de 12 pages, j'étais abasourdi de voir noir sur blanc toutes ces occasions manquées de dire la vérité. Ce soir-là, Ariana est venue me rejoindre au salon avec son propre carnet, s'est installée face à moi, de l'autre côté de la table basse. Elle avait passé des heures à écrire dans la chambre, sa main portait encore les traces d'encre. Elle m'a tendu son carnet, rempli de 8 pages d'une écriture minuscule et soignée.
Chaque fois où elle avait préféré rire plutôt que de me défendre, chaque dîner où elle s'était tue quand on me comparait à Marco, chaque mensonge qu'elle m'avait servi pour m'épargner tout en me laissant encaisser leur pique, la fois où sa mère m'avait traité de pathétique et où elle avait haussé les épaules, celle où son père s'était moqué de ma façon de m'habiller et où elle s'était contentée d'acquiescer. Tous ces moments où elle aurait pu me soutenir mais avait opté pour la facilité. On fixait nos carnets comme s'il s'agissait de pièces à conviction, réalisant seulement maintenant l'ampleur de ce qu'on avait laissé s'installer. Elle a posé brièvement sa main sur la mienne, puis l'a retirée. Il fallait annoncer la grossesse à nos familles, mais ni elle ni moi ne nous sentions d'attaque pour le faire ensemble. « Je préviendrai mes parents demain », a-t-elle dit. « Et toi, les tiens ». Rien qu'à cette idée, j'avais la boule au ventre, mais il n'était plus question d'attendre. J'ai fini par appeler mes parents le lendemain après-midi, pendant qu'Ariana était au travail. Ma mère a répondu au deuxième appel, tout sourire, mais sa bonne humeur s'est évaporée aussitôt qu'elle a reconnu ma voix. Je leur ai tout avoué, la grossesse, le mensonge, et comment tout ça avait gâché mon histoire avec Ariana. Mon père n'a pas décroché un mot, pendant que ma mère, elle, s'inquiétait du terme, des rendez-vous médicaux, posant 1000 questions. Quand j'ai essayé de lui faire comprendre à quel point la situation était devenue tendue entre Ariana et moi, elle s'est mise à pleurer. Mon père a fini par prendre la parole pour dire, d'un ton grave, qu'ils étaient déçus de mon mensonge, mais qu'ils nous soutiendraient, quelles que soient nos décisions. Ma mère, bouleversée, s'est excusée à plusieurs reprises d'avoir failli révéler mon secret au cours d'un dîner. Elle ressassait sans cesse qu'elle aurait dû s'en douter, et je l'entendais, à travers le combiné, se faire 1000 reproches. Le vendredi, le jour du premier rendez-vous prénatal, on s'est rendu à la clinique dans un silence glacial. La salle d'attente débordait de couples heureux, main dans la main, caressant des ventres arrondis. Nous, on s'est installés à 2 sièges d'écart, faisant semblant de feuilleter des magazines. Quand l'infirmière a appelé nos noms, on a traversé le couloir côte à côte, comme 2 inconnus qui vont par hasard dans la même direction. Elle a procédé aux contrôles habituels, nous posant des questions sur nos familles respectives. Puis le médecin est arrivé avec l'échographe, a étalé du gel sur le ventre d'Ariana, et la pièce s'est plongée dans la pénombre, à l'exception de l'écran. D'abord, il n'y avait que des formes indistinctes, des parasites. Puis on l'a entendu, ce bruit précipité, comme un petit train filant à toute allure dans un tunnel, le cœur du bébé. Ariana m'a attrapé la main sans même y penser, et là, on a craqué tous les deux. Tout partait à volo, mais ce battement-là était bien là, puissant, et il était à nous. Le médecin nous a remis chacun une des images imprimées. Sur le chemin du retour, on ne disait rien, mais quelque chose avait changé. On n'était plus aussi loin l'un de l'autre. Ce week-end-là, j'ai compris qu'il n'était plus question de faire marche arrière. J'ai appelé les parents d'Ariana, alors qu'elle était assise à côté de moi sur le canapé. Son père a décroché, et j'ai entamé la conversation en italien sans lui laisser le temps de dire bonjour. Je lui ai expliqué que j'avais compris tout ce qu'ils avaient dit sur moi, toutes leurs moqueries, leurs plaisanteries, toutes les comparaisons avec Marco, depuis 2 ans. Un silence de plomb a suivi. Je l'entendais respirer, mais il ne trouvait rien à dire. Après de longues secondes, sa mère a pris le relais et a commencé à me mitrailler de questions en italien, sans me laisser le temps de souffler. Depuis quand je parlais la langue? Pourquoi avoir menti? Quel genre de personne fait ça? Ariana, prise au piège entre nous, ne savait plus où se mettre. Sa mère a exigé qu'on vienne dîner sur le champ, pour mettre tout à plat. J'ai accepté, mais en précisant que cette fois, les règles allaient changer. Elle a lâché un rire sec, un brin amer, et a répliqué qu'on verrait bien. Après avoir raccroché, Ariana et moi avons eu notre première vraie dispute à propos de ce dîner. Elle voulait absolument gérer la situation seule, pensant me protéger de leur colère. Elle savait parfaitement de quoi ils étaient capables quand ils se sentaient trahis, mais moi, j'ai refusé net. J'étais resté muet pendant 2 ans, cette fois. Je voulais prendre ma place. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'avec elle, il serait plus à l'écoute. Je lui ai répondu que, justement, c'était là tout le problème. Elle avait toujours cherché à les ménager, au lieu de leur tenir tête. La discussion s'est envenimée, on a tourné en rond pendant 1 heure, chacun campant sur ses positions. Finalement, on a convenu que je mènerais la discussion, mais qu'elle interviendrait si ça dégénérait. Aucun de nous n'était satisfait, mais au moins on avait un plan. Le dîner a eu lieu 3 jours plus tard. J'avais les mains qui tremblaient en gravissant les marches de leur maison. Sa mère nous a ouvert sans un mot et nous a conduits jusqu'à la salle à manger, où son père, bras croisés, nous attendait déjà. À peine assis, j'ai lancé la conversation en italien. Je leur ai dit que les moqueries, c'était fini. Plus de comparaison avec les ex, plus d'attaques sur mon métier, ma famille ou mes passions. S'ils voulaient vraiment faire partie de la vie de leur futur petit enfant, il allait falloir changer de ton et me traiter avec un minimum de respect. Sa mère a tenté de m'interrompre, mais je n'ai pas lâché. J'ai reconnu mon mensonge, mais leur méchanceté n'avait aucune excuse. Ariana, tremblante, m'a soutenu malgré tout. Elle leur a dit qu'elle n'en pouvait plus d'être coincée entre eux et moi, qu'elle voulait qu'ils m'acceptent, ou au moins qu'ils cessent de saboter notre couple. Son père a pris la parole pour dire qu'on les avait humiliés en gardant ce secret. Sa mère a renchéri en disant que la confiance, ça se mérite.
ça ne se réclame pas. La discussion a tourné en rond pendant 2 heures, chacun campant sur ses positions. On est finalement parti sans avoir vraiment avancé, sauf pour convenir d'essayer une thérapie familiale. En repartant, on est de rester garé dans l'allée, incapable de rentrer. On s'est mis à énumérer tout ce qu'on s'était fait subir, mes mensonges, les fois où elle avait ri à leurs blagues, les moments où on avait choisi la facilité au lieu de se dire la vérité. Toutes les déceptions, toutes les blessures sont ressorties. On a fini en larmes, dans cette voiture plongée dans le noir, pas seulement à cause de nos actes, mais pour tout ce qu'on avait perdu. Le couple qu'on croyait être n'existait plus, et on ignorait si on pourrait en reconstruire un autre. Une fois rentrée, Ariana m'a dit qu'elle avait besoin de réfléchir et qu'elle passerait quelques nuits chez ses parents. L'ironie de la situation ne nous a pas échappé, mais je l'ai quand même aidé à faire son sac. On évoluait l'un autour de l'autre, avec une telle délicatesse, comme si on risquait de se briser au moindre geste. J'ai porté sa valise jusqu'à la voiture et je l'ai regardée s'éloigner. L'appartement était d'un vide écrasant, un silence assourdissant sans elle. J'ai essayé de m'accrocher au travail, mais impossible de me concentrer. La présentation que je devais finir est restée ouverte sur mon ordinateur, mais je me contentais de fixer l'écran. L'échéance est passée, rien livré. Le lundi matin, ma responsable m'a envoyé un mail pour fixer un entretien au sujet de mes résultats. Un problème de plus à ajouter à la pile sans fin. L'entretien s'est passé aussi mal que je l'avais redouté. Elle a affiché mes mauvais indicateurs de performance, soulignant chaque retard, chaque projet resté en plan. Mes mains tremblaient, tandis que j'essayais de me justifier, sans trop en dévoiler sur ma vie privée. Elle m'a imposé un plan d'amélioration formel avec des points hebdomadaires, à appliquer sans attendre. J'ai accepté et signé les documents, conscient que je n'avais pas vraiment le choix si je voulais garder mon travail. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je me suis installé devant mon ordinateur et j'ai ouvert un nouveau document. Le curseur est resté à clignoter pendant 20 minutes avant que je me décide à écrire en italien. Les mots sonnaient bizarrement dans ma tête après avoir caché cette langue aussi longtemps. J'ai raconté comment j'avais rencontré Ariana et comment un petit mensonge s'était transformé en 2 ans de tromperie. J'ai expliqué que j'avais entendu ses parents se moquer de moi tandis qu'elle me traduisait des inventions. J'ai aussi reconnu que j'avais manqué de courage de ne rien dire plus tôt. En un rien de temps, la lettre faisait déjà 3 pages. Il faut dire que j'avais beaucoup à dire, après tous ces mois à tout garder pour moi. J'y ai dépeint la douleur de toujours être comparé à Marco, évoqué le malaise de voir Ariana rire aux plaisanteries de ses parents. J'ai reconnu que tout était parti d'un mensonge de ma part, mais que leur méchanceté était injustifiée. Plus j'écrivais, plus mes doigts allaient vite, l'italien me revenait naturellement, comme si j'enfilais enfin des vêtements à ma taille, après avoir supporté un manteau bien trop lourd. J'ai sauvegardé mon texte et envoyé un message à Ariana pour lui dire que j'avais écrit quelque chose à l'attention de ses parents. Elle est passée le lendemain matin, un café à la main, fatiguée. Je lui ai tendu mon ordinateur pour qu'elle lise la lettre et elle s'est installée pour la lire lentement. Au fil des paragraphes, son visage changeait d'expression. Elle a pointé du doigt un passage et proposé de le formuler avec plus de douceur. J'ai modifié, elle a approuvé. On a passé 2 heures à revoir chaque phrase, à chercher la meilleure façon d'exprimer ce que je ressentais sans blesser inutilement. Elle m'a aidé à expliquer mon point de vue sans que ça ressemble à une attaque frontale. J'ai adouci ce qui sonnait trop agressif. Elle a corrigé mes hésitations en italien. Franchement, on n'avait pas collaboré aussi efficacement depuis des semaines. Au final, la lettre disait l'essentiel, sans être blessante. Elle l'a imprimée, on a tous les deux signé. Cet après-midi-là, mes parents sont venus pour discuter de tout ça. Maman avait préparé une soupe maison, comme si ça pouvait arranger les choses par miracle. Papa s'est posé sur le canapé, mal à l'aise mais prêt à nous soutenir. Ils nous ont demandé ce dont on avait besoin, aussi bien financièrement que moralement. Les parents d'Ariana, eux, semblaient avoir préparé 8 pages d'invectives en réponse à 12 pages de mensonges. Il y a quelque chose d'artificiel dans ces contes parfaitement équilibrés, bien loin du désordre des vraies relations humaines. Maman nous a raconté leur première année de mariage, quand papa avait perdu son boulot et qu'ils avaient failli divorcer. Papa a expliqué qu'ils avaient appris à mieux communiquer grâce à une thérapie. Ils nous ont dit qu'aucun couple n'échappe aux grandes difficultés et qu'au fond, l'essentiel c'est de décider d'y faire face ensemble. Maman m'a pris la main et m'a assuré qu'il serait toujours là pour nous, peu importe notre décision. Papa a ajouté qu'il aimerait son futur petit enfant, quoi qu'il advienne entre Ariana et moi. Ils sont restés 3 heures à nous prodiguer des conseils et surtout à nous écouter. Après leur départ, Ariana a installé son ordinateur pour un appel vidéo avec ses parents. Je me suis assis à côté d'elle pendant que la connexion se faisait et que leur visage apparaissait à l'écran. Elle a pris une grande inspiration avant d'annoncer qu'elle était enceinte. Sa mère a aussitôt ouvert de grands yeux et s'est lancée dans des idées de prénoms et de couleurs pour la chambre du bébé. Son père, lui, l'a coupé avec des questions sur notre stabilité financière et notre logement. Ariana a répondu calmement, tandis que je restais silencieux, comprenant pourtant chaque mot. Sa mère a demandé si nous comptions nous marier, et Ariana a expliqué que nous étions en train d'y réfléchir. Le visage de son père s'est fermé quand il a compris que notre situation n'était pas tout à fait stable. L'appel a duré 1 heure, ses parents oscillant sans cesse entre excitation et inquiétude. Après avoir raccroché, Ariana avait l'air vidée, épuisée d'avoir dû encaisser leur réaction.
Ce soir-là, elle est allée dîner chez eux tandis que je restais à la maison. Il était près de 23 heures quand mon téléphone a sonné. Ariana pleurait. Elle m'a raconté que ses parents avaient repassé tout le repas à lui répéter qu'elle faisait une erreur en restant avec moi. Ils ont encore reparlé de Marco, rappelant qu'il ne l'aurait pas fait attendre pour une demande en mariage. Sa mère assurait que le bébé méritait des parents stables et engagés, et son père doutait que je reste si les choses se compliquaient. Ariana sanglotait à tel point que j'avais du mal à saisir tous ses mots. Elle disait qu'elle savait qu'ils avaient tort, mais que leurs doutes commençaient à la toucher. Elle ne savait plus comment leur faire comprendre que nous faisions de notre mieux. Je lui ai dit de rentrer, qu'on trouverait ensemble des solutions. Le lendemain matin, son père m'a envoyé un message pour me demander un entretien en tête-à-tête. On s'est donné rendez-vous dans un café du centre-ville l'après-midi même. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table un peu à l'écart. Il est arrivé 5 minutes plus tard, l'air grave. Il a commandé un café noir et s'est assis en face de moi sans me serrer la main. Il a commencé à parler en italien de ses inquiétudes pour sa fille, expliquant qu'il avait travaillé toute sa vie pour lui offrir les meilleures chances. Il ne voulait pas qu'elle se contente de quelqu'un qui ne pourrait pas la soutenir correctement. Il a reconnu que les comparaisons avec Marco n'étaient pas justes, mais que cela partait de son envie de lui offrir le meilleur. Il a ajouté qu'aucun père ne trouve jamais personne assez bien pour sa fille. Je l'ai écouté sans l'interrompre, même si certains propos me mettaient hors de moi. Quand il a fini, je lui ai répondu en italien, lui expliquant mon point de vue. Je lui ai dit que j'aimais Ariana, malgré les difficultés, et que je n'abandonnerais jamais mon enfant, quoi qu'il arrive entre nous. Il a hoché la tête lentement, visiblement surpris que je parle aussi bien sa langue et par ma franchise. On a poursuivi la discussion encore 1 heure, on a même réussi à trouver un terrain d'entente sur quelques points. Ce soir-là, Ariana m'a parlé de tous les tests qu'elle m'avait fait passer pour essayer de me prendre en flagrant délit de compréhension de l'italien. Elle a compté une 30aine de tentatives différentes pour percer mon secret. Elle a avoué s'être sentie folle, à force de chercher la moindre preuve de trahison. Elle a compris qu'à toujours vouloir me piéger, elle avait fini par oublier l'essentiel, la confiance. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a admis être devenue parano et méfiante, et qu'elle n'en pouvait plus d'analyser mes moindres réactions. Je lui ai expliqué que je comprenais pourquoi elle avait voulu me tester, compte tenu de la situation. On s'est tous les deux avoué à quel point on avait gaspillé d'énergie à se méfier et à cacher les choses. 3 jours plus tard, on avait déjà pris rendez-vous chez une thérapeute de couple. Son cabinet était cosy, avec 2 fauteuils face à face et elle installée sur le côté, un carnet à la main. Elle nous a demandé de parler de nos principaux problèmes, à tour de rôle, sans nous couper la parole. Ariana a commencé, racontant le sentiment de trahison qu'elle avait ressenti après mon mensonge. J'ai évoqué pour ma part la douleur que m'avaient causé les moqueries de sa famille, auxquelles elle avait pris part. La thérapeute prenait des notes et posait quelques questions sur nos habitudes. Elle a remarqué qu'on avait tendance à fuir le conflit au lieu de communiquer franchement. Elle nous a demandé d'essayer de dire nos besoins clairement, sans accuser l'autre. On s'est fixé des séances chaque semaine, avec des règles de communication à respecter d'ici là. Le lendemain, j'ai rencontré ma responsable pour parler d'un aménagement d'horaire. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de flexibilité pour des rendez-vous médicaux, sans entrer dans les détails. Elle a vérifié la politique de l'entreprise pour le congé familial et le télétravail, puis m'a autorisé à travailler à la maison 2 jours par semaine, tout en me rappelant que j'étais sous le coup d'un plan de performance. Elle a précisé que le moindre retard entraînerait un licenciement, peu importe la raison. J'ai signé le nouvel accord, soulagé de pouvoir m'organiser mais stressé à l'idée de tout devoir gérer. Ce week-end-là, Ariana a proposé qu'on imagine le pire. Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire des rubriques pour la garde et les finances, au cas où. On a passé 4 heures à établir un document qu'on espérait ne jamais avoir à utiliser. On a discuté de la garde du bébé en cas de séparation, réparti les jours, calculé la pension alimentaire par rapport à nos salaires, noté les décisions pour les soins et l'éducation. Chaque ligne donnait l'impression d'admettre l'échec, mais on est allé jusqu'au bout. On s'est aussi mis d'accord sur le partage des fêtes et anniversaires si besoin, et sur la façon dont on communiquerait pour organiser la coparentalité. Une fois terminé, on était lessivés d'avoir dû imaginer ce futur-là. On a rangé le document dans un dossier, en espérant sincèrement ne jamais devoir y toucher. 3 jours plus tard, on avait rendez-vous à l'hôpital pour l'échographie du 1er trimestre. La salle d'attente débordait de couples heureux, main dans la main, alors que nous, on restait chacun sur notre chaise en plastique, sans se toucher. Quand on a appelé nos noms, on a traversé le couloir, tête baissée, sans un mot. La technicienne a étalé du gel froid sur le ventre d'Ariana et a déplacé la sonde pendant qu'on fixait l'écran noir et blanc. Et là, d'un coup, il était là, minuscule, en train de faire des cabrioles et d'agiter les bras comme s'il dansait. La technicienne nous montrait le cœur, la colonne, les petits doigts qui bougeaient. Sans réfléchir, j'ai pris la main d'Ariana et elle a serré la mienne de toutes ses forces. On avait tous les deux les larmes aux yeux devant notre bébé qui bougeait autant. La technicienne a imprimé des photos et on est retourné jusqu'à la voiture main dans la main pour la première fois depuis des semaines. On n'a rien dit sur le moment, mais on ne s'est pas lâché avant d'arriver au parking. Le week-end suivant, on a tenté un déjeuner avec ses parents dans un resto italien du centre-ville. Avant d'y aller, on s'était promis que les moqueries, dans n'importe quelle langue, s'étaient terminées. À peine assis, sa mère s'est lancée en italien, en disant que les gens du marketing étaient tous des menteurs professionnels. J'ai répondu du tac au tac, dans un italien impeccable, que j'aimerais qu'elle garde ses jugements sur mon métier pour elle. Elle est devenue blême.
laissant tomber son menu. Son père a voulu intervenir, mais Ariana l'a arrêté net. « Si vous n'êtes pas capable de respecter cette règle, on s'en va. » Le serveur est arrivé, on a commandé dans un silence pesant. Sa mère a tenté à nouveau en italien de critiquer la simplicité de mes parents en voyant leurs photos sur Facebook. J'ai reposé ma fourchette et me suis levé. Ariana s'est levée aussi, a dit « On s'en va ». Sa mère a commencé à protester, mais Ariana enfilait déjà son manteau. On a laissé de l'argent sur la table et on est sorti, ses parents restant là, sidérés. Dans la voiture, les mains d'Ariana tremblaient en mettant le contact. Jamais auparavant, elle ne leur avait tenu tête et je voyais à quel point c'était difficile pour elle. Ce soir-là, on a lancé ce qui est devenu notre nouvelle habitude. Marcher dans le quartier après le dîner, sans téléphone, juste pour profiter du mouvement et parler sans avoir besoin de se regarder. Les premières promenades étaient silencieuses, puis peu à peu, on a commencé à se confier. Lors de la 4e balade, j'ai avoué avoir vidé mon sac auprès d'un copain autour d'une bière, le mois d'avant, au sujet de nos soucis. Elle m'a dit qu'elle avait pleuré au téléphone avec sa sœur, se demandant si elle pourrait me refaire confiance. J'ai admis avoir regardé des annonces d'appartements après certaines disputes. Elle m'a raconté qu'elle avait préparé sa valise 2 fois, sans jamais franchir le pas. On a continué à marcher, à énumérer toutes ces petites trahisons qu'on avait gardées pour nous. Chaque confession faisait mal, mais c'était comme nettoyer une blessure. On passait devant les mêmes maisons, les mêmes chiens derrière les grilles, pendant qu'on mettait tout à plat. À notre retour, on était épuisés, mais il y avait comme un souffle d'air frais entre nous. Le lundi matin, ma supérieure m'a convoqué pour mon entretien annuel. Elle avait préparé des tableaux Excel listant tous mes retards du mois et les plaintes des clients pour mes réponses tardives. Mes résultats étaient en dessous des objectifs et j'avais manqué 2 présentations clés. Elle m'a dit comprendre que j'avais des problèmes personnels, mais que l'entreprise avait besoin de mon engagement total. J'ai été placée sous plan de performance, avec des points hebdomadaires et des objectifs précis à atteindre. Si je ne les atteignais pas dans les 60 jours, ils devraient se séparer de moi. J'ai signé les papiers en sachant très bien que je l'avais bien cherché, vu mon manque de concentration ces derniers temps. En revenant à mon poste, j'avais la sensation désagréable d'être observé, comme si tout le monde savait que je tenais à peine le coup. Le soir même, la mère d'Ariana a créé un groupe familial sur WhatsApp, sans me demander mon avis, et m'a ajouté d'office. Elle a lancé la conversation en italien pour organiser une grande réunion de famille le mois suivant. Pour la première fois, j'ai répondu spontanément dans sa langue, expliquant qu'on ne pourrait pas venir. Son père a aussitôt demandé pourquoi, alors j'ai précisé qu'on avait besoin de temps pour se recentrer sur nous. À peine avais-je terminé qu'une cousine s'en est mêlée, puis l'oncle aussi, et en quelques minutes, toute la famille s'est mise à donner son avis sur notre couple comme si c'était une affaire publique. Ce qui me fait sourire, c'est que sa mère est convaincue d'être subtile en créant ce groupe et en écrivant tout en italien, sans imaginer une seconde que je comprends tout ce qu'elle raconte. Je me demande parfois si elle cherche vraiment à me tester ou si elle ne réalise tout simplement pas que sa botte secrète ne fonctionne plus du tout. Ariana m'a alors arraché le téléphone des mains et a écrit elle-même que c'était précisément pour cette raison qu'on avait besoin de mettre des limites. Sa mère a aussitôt appelé, mais on n'a pas décroché. Malgré ça, les messages ont continué à pleuvoir toute la soirée, jusqu'à ce qu'on décide de couper les notifications. 2 jours plus tard, alors qu'on préparait le dîner, Ariana m'a surpris avec une demande inhabituelle. Elle voulait que je lui fasse une traduction en direct de la prochaine conversation de ses parents, qu'elle entende avec mes oreilles. Ce dimanche-là, on est allé chez eux pour le café, et ses parents n'ont pas attendu bien longtemps pour commencer à parler de moi en italien. Remarquant que j'avais l'air maigre, j'ai traduit chaque mot sans rien édulcorer. Sa mère a lâché que je ne devais pas pouvoir m'acheter à manger avec mon salaire. J'ai tout répété tel quel. Son père a ajouté que, au moins, Marco avait de beaux muscles bien dessinés. Pareil, tout est passé. À mesure que je traduisais, Ariana devenait livide. Ils ont critiqué ma posture, mes fringues, même la façon dont je tenais ma tasse, et j'ai continué à tout lui rapporter jusqu'à ce qu'elle les supplie d'arrêter. Elle pleurait en quittant la maison, comprenant enfin ce que j'encaissais depuis 2 ans. Dans la voiture, elle n'arrêtait pas de s'excuser, bouleversée, jurant qu'elle ne s'était jamais doutée à quel point leurs mots pouvaient être violents. Ce soir-là, en marchant côte à côte, elle m'a confié un truc que je n'avais jamais deviné. Petite, elle avait appris à détourner les critiques de ses parents en les tournant à la blague, à en rire pour ne pas en souffrir. Dès qu'ils attaquaient ses notes ou ses amis, elle plaisantait avant qu'ils ne puissent la blesser. C'était devenu un réflexe automatique, une carapace dont elle n'était même plus consciente. Si elle riait quand il s'en prenait à moi, ce n'était pas par méchanceté, mais juste pour survivre, comme elle l'avait toujours fait. J'ai alors vu ces moments autrement, pas comme une trahison, mais comme une tentative de faire face à sa manière. Ce soir-là, on a décidé de tirer un trait sur toutes les réunions de famille pendant 1 mois pour se consacrer à nous. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Nos 2 familles ont râlé dès qu'on leur a annoncé la nouvelle. Ma mère a appelé à la chaîne, sous prétexte de vouloir aider à préparer l'arrivée du bébé. Ses parents nous ont inondés de messages culpabilisants sur l'importance de la famille. Malgré tout, on a tenu bon, répétant qu'on avait besoin de souffler, d'avancer un peu sans qu'on nous mette la pression. Sa mère a fini par débarquer chez nous sans prévenir, mais on n'a pas ouvert. Mon père a carrément envoyé des mails pour dire qu'on faisait une grosse erreur.
On a tenu bon, même si on avait l'impression de décevoir tout le monde autour de nous. Le lendemain matin, on s'est installé à la table de la cuisine, chacun devant son ordi, à comparer nos comptes et à scruter les sites d'annonces. Ariana avait déjà préparé un tableau avec toutes les dépenses pour le bébé, nos salaires, le prix de 2 appartements. Rien ne collait, peu importe les calculs. Elle multipliait les simulations pendant que je cherchais des logements moins chers, mais pas trop éloignés l'un de l'autre. Il nous faudrait tout en double. 2 lits bébés, 2 sièges auto, la totale. Au bout de 2 heures, on a tout fermé, écœuré, sans rien décider. 3 jours plus tard, Ariana est allée chez ses parents récupérer des affaires de bébé stockées au grenier. On avait convenu que ce serait plus simple si je restais à la maison. 1 heure après, elle m'a envoyé un message pour dire que sa mère la suivait partout à la trace, l'assaillant de questions sur notre besoin d'espace. Puis, plus rien pendant des heures. Quand elle est rentrée, les yeux encore humides, elle a laissé tomber un carton de vêtements de bébé dans l'entrée. Sa mère l'avait accusée de me préférer à la famille, de manquer de reconnaissance, d'oublier tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Ariana avait fini par exploser et lui demander d'arrêter de la traiter comme une gamine. Elle s'était disputée dehors, devant les voisins, et son père avait dû intervenir pour calmer le jeu. Elle tremblait en me racontant tout ça, mais on sentait qu'elle avait franchi un cap, comme si s'être affirmée l'avait changée. Ce week-end-là, pendant qu'on nettoyait la chambre du bébé, je me suis arrêtée pour la regarder et je lui ai confié ce qui me pesait depuis des semaines. Utiliser la mort de Jack pour cacher mon mensonge, c'était de loin la pire chose que j'ai faite. Mon petit frère est mort à 6 ans et j'ai utilisé son souvenir comme bouclier. Elle méritait mieux que ça. Ariana a posé le rouleau de peinture et s'est approchée, me disant qu'elle comprenait ce qui m'avait poussé à mentir, mais que ça lui avait fait très mal aussi. On est resté là, dans la chambre à moitié repeinte, sans se toucher, mais enfin sincère au sujet de cette douleur-là. Le lundi matin, mon chef m'a convoqué dans son bureau avec une responsable RH. Ils avaient imprimé mon entretien d'évaluation, complètement annoté en rouge. 3 échéances ratées, 2 rendez-vous clients où j'étais en retard et la qualité de mon boulot qui avait clairement chuté. Ils m'ont mis sous le coup d'un plan d'amélioration, avec des objectifs hebdomadaires très précis. La RH m'a expliqué qu'ils comprenaient les difficultés personnelles, mais que l'entreprise avait besoin de quelqu'un d'efficace. J'ai signé en me disant que j'avais quand même de la chance de ne pas être viré sur le champ. En revenant à mon bureau, j'avais encore l'impression que tout le monde me regardait, même si c'était sûrement dans ma tête. Le soir, alors qu'on cuisinait, le téléphone d'Ariana a vibré, message de son père. Elle l'a lu à voix haute parce qu'on essayait d'être totalement transparents l'un envers l'autre. Il écrivait que, quoi qu'il advienne entre nous, le bébé serait toujours son petit enfant et aurait toujours sa place chez eux. Ce n'étaient pas vraiment des excuses pour toutes les paroles dures échangées, mais c'était déjà un pas. Ariana a gardé le message et on a continué à cuisiner sans en reparler. 2 nuits plus tard, je me suis réveillé en sursaut. Ariana me secouait l'épaule à 2 heures du matin. Elle saignait, elle était paniquée. Il fallait filer à l'hôpital sans attendre. J'ai attrapé des vêtements en vitesse pendant qu'elle appelait le cabinet de son médecin. Le trajet jusqu'aux urgences m'a paru interminable, même s'il n'a duré que 10 minutes. Ariana répétait qu'elle ne pouvait pas perdre le bébé, pas maintenant, pas après tout ce qu'on avait traversé. Je lui serrais la main à chaque feu rouge. La salle d'attente était presque déserte, mais on a quand même patienté 40 minutes avant d'être appelé. Ariana s'est blottie contre moi et pendant tout ce temps, on a laissé de côté nos histoires de couple, les doutes, tout le reste, pour ne penser qu'à une chose, espérer que le bébé allait bien. Le médecin a fini par nous recevoir et a fait une échographie. Sur l'écran, le cœur battait fort et régulier. Le saignement venait d'une petite fissure qui cicatriserait toute seule, avec un peu de repos. On a fondu en larmes de soulagement dans la salle d'examen. Le médecin nous a expliqué que c'était fréquent, qu'on y était pour rien, mais qu'il fallait lever le pied quelques jours. Sur le chemin du retour, à 4 heures du matin, on était lessivés mais reconnaissants. Cette frayeur avait changé quelque chose entre nous. Ça nous rappelait l'essentiel. Une fois à la maison, Ariana a proposé qu'on dorme chacun dans une chambre séparée quelque temps. Pas pour se punir, mais pour qu'on ait l'espace nécessaire pour digérer tout ça, sans la tension de dormir côte à côte. Je l'ai aidé à rassembler quelques affaires dans la chambre d'amis, on l'a installée avec ses petites choses. Ça m'a fait de la peine de la voir s'installer là, mais on a tous les deux retrouvé un meilleur sommeil cette nuit-là, chacun de notre côté. 3 jours plus tard, on a organisé un appel vidéo avec nos familles pour mettre les choses à plat. Les parents d'Ariana étaient sur son ordi, les miens sur mon portable calé contre un verre d'eau. On leur a expliqué qu'on préférait se concentrer sur notre rôle de parents plutôt que de s'acharner à sauver à tout prix notre couple pour l'instant. Ma mère a fondu en larmes tout de suite. La mère d'Ariana a trouvé ça ridicule et nous a dit qu'on devrait faire plus d'efforts. Son père n'a rien dit, mais il avait l'air déçu. Mon père, lui, a posé des questions pratiques sur la garde et le logement. On est resté calme. On a répété que c'était ce dont on avait besoin. L'appel s'est terminé avec tout le monde contrarié, mais au moins, il savait où on en était. Le lendemain après-midi, on a eu notre première vraie dispute depuis qu'on dormait séparément. Ariana voulait que le bébé apprenne l'italien pour garder un lien avec ses racines. Moi, je trouvais que ça risquait de l'embrouiller, et j'avais peur de la réaction de ses parents s'ils pensaient que l'enfant ne comprenait pas. Ensuite, on s'est retrouvés à débattre du nom de famille. Elle voulait que le sien figure, j'insistais pour le mien. On a tourné en rond pendant 1 heure, le ton montait mais sans méchanceté.
Finalement, on a décidé d'attendre la naissance pour trancher, quand il faudrait vraiment choisir. C'était déjà un progrès de pouvoir se chamailler sans que ça parte en vrille. Ce samedi-là, on avait notre premier cours de préparation à la naissance à l'hôpital. On est arrivés ensemble, on s'est installé un peu à l'écart, tout au fond. Les autres couples avaient l'air complices, heureux, main dans la main posée sur le ventre. Nous, on a gardé un espace entre nous, on prenait des notes pendant que l'instructrice expliquait les techniques de respiration. Quand elle nous a fait pratiquer les positions pour l'accouchement, on s'est appliqué comme des collègues sur un projet. Apprendre à gérer les contractions et la poussée alors que notre histoire était en suspens, c'était étrange. Pendant la pause, un autre couple nous a demandé depuis combien de temps on était ensemble. On a répondu en même temps, mais pas avec le même chiffre. Ils ont eu l'air perdus et ont changé de sujet. On est resté jusqu'au bout des 3 heures de cours, entre l'épidurale, l'allaitement, tout ça, sans vraiment se regarder. 2 jours après, je suis rentré du travail et j'ai trouvé un gros carton posé devant la porte de l'appart. Sans mots, rien. Je l'ai rentré dans la cuisine. Ariana est venue voir. Elle a ouvert le carton, sorti un minuscule body avec une inscription en italien, puis un hochet en bois, puis une couverture toute douce, tricotée il y a des années par sa grand-mère. Sa mère avait déposé tout ça sans prévenir ni frapper. On est resté là, à regarder toutes ces petites affaires étalées sur le plan de travail, un peu gêné, parce que ses parents restaient compliqués sur tout le reste. J'ai replié la couverture pendant qu'Ariana rangeait le reste dans un tiroir, sans trop savoir s'il fallait remercier sa mère ou juste laisser couler. La semaine suivante, on avait rendez-vous avec une médiatrice en ville pour poser les bases de notre coparentalité. On s'est assis chacun d'un côté de la table pendant qu'elle listait toutes les décisions à prendre. La garde, les vacances, les choix médicaux. Cette médiatrice tombait à pic, vu qu'on avait déjà commencé à se prendre la tête sur les cours d'italien et le nom de famille, mais sans avocat. Je me demande si quelqu'un nous a soufflé l'idée ou si on a juste compris tous les deux qu'il valait mieux cadrer les choses, maintenant qu'on arrivait à se disputer sans se déchirer. Elle a posé des questions sur les vacances d'été, sur qui déclarerait l'enfant aux impôts, sur le cas où l'un de nous voudrait partir vivre ailleurs. 3 heures à envisager tous les scénarios, à consigner les accords sur les horaires de garde, les contacts d'urgence, le partage des frais. Pendant qu'elle tapait tout, on essayait de se projeter dans un avenir qu'on n'arrivait pas encore à imaginer. Ce soir-là, j'ai fini d'écrire la lettre à ses parents, en italien, pour poser nos limites, leur dire le respect qu'on attendait et comment on voulait qu'ils me considèrent. Ariana l'a relu, a corrigé 2-3 phrases, puis on l'a imprimé et elle a signé à côté de mon nom en bas. L'italien me venait plus naturellement, maintenant que je n'avais plus à faire semblant, et j'ai choisi un ton formel pour bien montrer qu'on était sérieux sur ces règles. On a posté la lettre le lendemain matin, chacun en partant au travail. Les parents d'Ariana ont essayé de l'appeler dans l'après-midi, mais elle a laissé sonner sans décrocher. Et le soir, nous avons écouté ensemble le message un peu embrouillé que sa mère avait laissé sur la messagerie. 4 jours plus tard, nous avons tenté un dîner chez ses parents pour voir s'ils arrivaient à respecter les nouvelles règles qu'on avait posées. Comme toujours, sa mère avait préparé bien trop à manger et son père a servi du vin alors qu'Ariana ne pouvait pas en boire. Ils ont surtout parlé anglais, mais 2 fois, sa mère s'est laissée aller à dire quelques mots en italien. Une fois pour commenter ma chemise, une autre pour demander à son mari quelque chose au sujet de ma voiture. À chaque fois, j'ai répondu illico en italien pour leur rappeler notre arrangement. Ils ont eu l'air surpris, mais ils se sont arrêtés là. Son père m'a même posé des questions sur mon travail en anglais et il a vraiment écouté ce que je racontais sur le nouveau projet que je gérais. Au bout de 2 heures, on est rentré, crevé mais content d'avoir avancé, puisque personne n'a haussé le ton ni claqué la porte. De retour au boulot, j'ai commencé à retrouver ma concentration et à être à nouveau dans les temps. Mon manager l'a remarqué et m'en a parlé lors de notre point hebdo, en disant que j'avais l'air plus serein. J'ai fait quelques soirées tard pour rattraper le retard accumulé ces dernières semaines, rangeant des dossiers et bouclant des rapports qui traînaient depuis longtemps. Le plan d'amélioration de performance était toujours en cours, mais je n'avais plus cette peur au ventre de perdre mon poste. Mes collègues ont arrêté de me lancer des regards inquiets quand je passais dans leur open space. Ce week-end-là, Ariana et moi avons enfin affronté la conversation qu'on évitait depuis des lustres. Est-ce qu'on s'aimait encore vraiment, ou bien on faisait semblant à cause du bébé? On était chacun à une extrémité du canapé après le dîner, tous les deux à tirer machinalement sur les fils des coussins en parlant. « Je t'aime encore », m'a-t-elle dit, « mais je ne sais pas si j'arriverai un jour à te refaire confiance après 2 ans de mensonges. » Je lui ai répondu « Moi aussi je t'aime, mais je comprendrais si la confiance ne revenait jamais, après ce que j'ai fait et après ce que tu as fait aussi. On est tombé d'accord, l'amour ne suffit pas, et la confiance, si elle revient un jour, mettra de toute façon beaucoup plus de temps. Aucun de nous n'a pleuré, mais on avait l'air lessivé quand on s'est retrouvés chacun dans notre chambre. Quelques soirs plus tard, on a préparé ensemble la chambre du bébé, on a sorti le lit de bébé du carton pour le monter dans un coin, et on a accroché le mobile que sa cousine avait envoyé.
Ariana a mis un dessin animé italien sur sa tablette qu'elle a laissé tourner pendant qu'on rangeait les minuscules habits dans la commode. Les personnages chantaient des chansons sur les couleurs et les chiffres pendant qu'on s'activait, et cette fois, aucun de nous ne faisait semblant de ne pas comprendre. Je me suis surpris à fredonner une des comptines en rangeant les couches sur la table à langer, et Ariana a même esquissé un petit sourire. On a bossé 2 heures sans beaucoup parler, juste à se passer les outils ou à tenir les objets, trouvant un rythme calme, même si ce n'était pas romantique. Ce soir-là, ses parents ont envoyé un message à propos du prochain rendez-vous prénatal, en italien, comme toujours avec Ariana. J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu en italien, confirmant la date et l'heure, pendant qu'Ariana m'observait de l'autre côté de la pièce. Son père a répondu par un pouce levé, sa mère a envoyé un cœur. Les deux ont accepté ma réponse sans rien ajouter. On n'était pas vraiment ensemble, mais pas tout à fait séparés non plus. On essayait juste de trouver une façon différente d'être une famille, une façon qu'aucun de nous ne savait vraiment nommer. Franchement, cette histoire de pas ensemble mais pas séparés qu'ils répètent en tout le temps, ça fait réfléchir, non? Bon, je vous laisse là-dessus. À bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît.